Ma vision, elle était celle de dire nous avons envie maintenant de cesser d'être ou de cesser de servir de terre d'extraction uniquement. Aujourd'hui, il est plus que temps de transformer les minerais qu'on extrait dans notre pays en République démocratique du Congo. Cela va donner une certaine valeur ajoutée et surtout créer de la richesse en République démocratique du Congo et de l'emploi. L'industrialisation s'accompagne des infrastructures, construction d'infrastructures et aussi de l'énergie. Ce sont deux grands défis que nous voulons relever dans les 10 années qui viennent. L'industrie est la main droite de la fortune et l'économie en est la gauche, disait le physicien français Jérôme Lesueur. Cette maxime a trouvé écho en République démocratique du Congo, où la réindustrialisation est hissée au cœur de la stratégie nationale de développement et de compétitivité de la nation. Ainsi, pour la toute première fois, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dote le pays d'un plan directeur détaillé pour relever ce challenge et en finir avec les importations qui ont longtemps plombé le trésor public. Et la politique industrielle et les plans directeurs définissent les axes majeurs. Je vais ici dérouler les 6 composantes qui sont reprises dans les plans directeurs d'industrialisation parce que lorsqu'il faut industrialiser les pays, on ne voit pas seulement l'industrie ou les usines, mais il y a un écosystème à construire pour devoir arriver effectivement à l'industrialisation. Et le plan a, comme je l'ai dit tout à l'heure, 6 composantes. La première composante, ce sont les infrastructures structurantes ou industrialisantes qui sont les routes. Deuxième composante, ce sont les infrastructures énergétiques. Il faut industrialiser les pays, mais sans énergie, il est impossible de pouvoir arriver à la véritable industrialisation. Et le plan vous donne, à part Inga, toutes les autres microcentrales à construire sur l'ensemble de la République, parce que nous sommes un pays avec un réseau hydrographique très dense, et donc on peut même se passer de Inga et commencer à construire des microcentrales sur l'ensemble de la République avec le potentiel de 100 000 MW que nous avons. Inga à lui seul a 40 000 MW, mais le reste de la République a 60 000 MW. Et donc ce potentiel en dehors d'Inga suffit effectivement pour industrialiser le pays. Troisième composante, ce sont les infrastructures ferroviaires pour assurer l'interconnectivité de l'ensemble du pays. Quatrième composante, ce sont les infrastructures portuaires. Cinquième composante, ce sont les infrastructures aéroportuaires. Et la dernière composante, qui est la sixième, ce sont les zones économiques spéciales. Pour le président de la République, il est bon de pouvoir industrialiser les pays, mais il y a des modèles qui ont réussi, comme celui de la Chine. Et il n'a pas fallu longtemps pour voir les premiers résultats de la vision présidentielle. Plusieurs industries ont émergé. Dans le lot, l'entreprise Bags & Sachs, spécialisée dans la production des emballages pour le ciment, ainsi que les produits miniers et agricoles. Coût de l'investissement, 25 millions de dollars américains, dont la moitié financée par le gouvernement. Fini l'importation des câbles électriques sous le régime de Félix-Antoine Tshisekedi. La RDC en produit dorénavant 1500 tonnes made in Congo chaque année. À cela s'ajoute la fabrication des transformateurs à partir du cuivre congolais. C'est dans cette même optique qu'est née l'usine de montage des bus Mercedes, basée à Kinshasa. Comme le veut son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, tourner l'action publique vers le peuple, c'est aussi s'assurer que de tels investissements soient encouragés. Une autre recette qui sous-tend cette nouvelle politique d'industrialisation du pays porte sur la création des zones économiques spéciales. Avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la République démocratique du Congo en compte 7 à ce jour. Ces espaces réservés aux industries avec des mesures fiscales incitatives visent à appâter les investisseurs. La toute première zone économique spéciale pilote, celle de Maluku, a sorti de ses entrailles plusieurs usines dont Saphir Ceramics, experte dans la fabrication des carreaux et faïences.
La première production industrielle a été inaugurée au début du mois de septembre 2023 par le chef de l'État pour une production de 70 000 mètres carrés par jour, avec plus de 1 000 emplois directs et 3 000 indirects. Équateur, Okatanga, Nord Kivu, Kasaï, toutes ces provinces abritent aussi des zones économiques spéciales pour le développement intégral du pays et la création de plusieurs emplois. La mission principale, c'est l'industrialisation du pays. Et le chef de l'État a choisi un modèle économique basé sur la diversification, la densification des zones économiques spéciales. Parce qu'à travers les zones économiques spéciales, il y aura beaucoup d'unités industrielles, contrairement à aujourd'hui où le pays s'est désindustrialisé depuis 1960. Vous savez que nous avions près de 9600 entreprises industrielles en 1960. Aujourd'hui, on a moins de 1000. Et donc, le fait pour le président de la République d'avoir choisi un nouveau modèle économique permettrait ainsi d'avoir des milliers d'unités industrielles, créer de l'emploi, créer de la richesse, limiter la facture des importations qui pèse lourd sur l'économie congolaise. Voilà pourquoi nous sommes sur une dizaine de chantiers de mise en place des zones économiques spéciales. Pour Kinshasa, qui est la zone industrielle numéro 1, on a par exemple la zone de Maluku, on a également la zone économique spéciale Kinmalebo. Pour le secteur nord, l'espace équateur, on a déjà une zone, c'est la Green Special Economic Zone, c'est-à-dire la zone verte de Miluna, nous sommes au sud du Bangui. La troisième, l'autre zone qui sera développée dans l'espace équateur, c'est dans la province de l'Équateur elle-même où sera installée une zone essentiellement consacrée au traitement du bois. Au lieu de continuer à exporter les grumes de bois, nous voulons transformer les bois localement et avoir la matière finie que nous allons faire consommer d'abord à la population congolaise, ensuite à faire consommer à l'extérieur pour que nous devenions des exportateurs aussi des produits finis. Nous avons sur le côté est de la RDC, tout le monde a suivi le lancement de la zone économique spéciale de Moussienene, c'est au Nord Kivu, pour essayer un peu de donner une autre réponse à la paix. Parce que la paix aussi passe par ce genre de mécanismes d'industrialisation pour créer de l'emploi pour les jeunes, ainsi réduire la propension à certains des effets recrutés dans les groupes armés. Du côté sud, nous avons la zone économique spéciale de Kinsevere, qui va abriter la chaîne de valeur des batteries électriques. Kiswichi, nous avons Lualaba. Et donc, dans l'espace Kasaï, nous avons par exemple la zone économique spéciale de Kalamambouji, qui va faire frontière avec l'Angola. Donc, c'est autant de chantiers que nous allons consolider pour nous rassurer que la RDC redevient encore une fois un pays industrialisé. Bras séculier du gouvernement afin de soutenir et propulser les opérateurs économiques, le Fonds de promotion de l'industrie s'aligne dans cette vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avec à son actif 64 projets financés au premier trimestre 2023 pour un portefeuille de 66 millions de dollars américains. Et il n'entend pas s'arrêter là. Le FPI, en tout cas, finance des activités, comme nous l'avons dit, des petites et moyennes entreprises, mais également peut intervenir dans le secteur de l'agroalimentaire et intervient également dans la réhabilitation de certaines usines ou certaines sociétés qui sont aujourd'hui en délabrement, c'est-à-dire qui ont connu des situations difficiles, qui sont presque à l'arrêt. Le FPI peut également, en tout cas, intervenir dans le secteur de la promotion de l'industrie. Nous avons en tout cas environ 64 projets, dont 42 de prêts et 22 contrats de subvention que nous avons signés avec nos partenaires et pour lesquels certains sont en train d'être financés et d'autres sont dans le processus de financement. Le premier trimestre, nous avons investi plus de 66 millions de dollars américains. Et vous voyez que c'est quand même, si c'est de l'argent qui est bien recyclé, et si ces investissements-là, ces financements-là portent, cela signifie que nous aurons dans notre portefeuille plus de 66 millions que nous pouvons recycler et donner à d'autres opérateurs économiques. Nous voulons en tout cas
intervenir dans les secteurs des infrastructures, dans les secteurs des hôpitaux, dans les secteurs des écoles. Nous construisons des écoles en Mbujimaï. Il y a plusieurs écoles que nous sommes en train de construire. Il y a la route Mbujimaï à Kananga que nous sommes en train de construire également. Vous savez que si on arrive à terminer cette route, nous aurons une voie de sortie par la voie de l'Ouest, en passant par les Kasaï, en allant jusqu'en Angola. Et les produits peuvent venir rapidement au Congo et coûter relativement moins cher parce que le délai d'acheminement sera court et cela aura une incidence sur le prix sur les marchés. C'est une valeur ajoutée que nous allons en tout cas apporter à l'économie congolaise. Fleuron de l'économie avant de tomber en faillite, certaines industries des filières café, cacao et sucre sont aujourd'hui en pleine renaissance grâce au financement du FPI. C'est le cas de la sucrerie de Kiliba. Le chef de l'État prône le développement du tissu industriel. Il avait ordonné directement que les FPI nous accordent un crédit de 5 millions de dollars. La deuxième tranche, c'est une subvention de 1,650 million que nous avons reçue il y a 4 mois. Et la dernière tranche, qui est intervenue il y a 2 semaines, c'est de 3 millions. Donc, la Souki a reçu un total de financement du FPI de 9 650 000 $. Et ces financements, essentiellement, comme je vous avais dit, étaient prévus à la préparation de la campagne sucrière. Le fait d'avoir une structure financière étatique qui répond tout de suite là aux demandes des entreprises nationales, c'est une chose très capitale, très importante dans le développement du tissu industriel. Présentement, nous avons 1400, donc autour de 1400 travailleurs employés. Et d'ici un mois, quand on va commencer la production de sucre, on va engager autour de 500 coupeurs de canne. Donc, on va atteindre déjà, et pourtant on est encore au début du projet, 1900 à 2000 travailleurs. Mais chaque année, on sera en train d'ajouter 700 à 800 hectares de canne. Et donc, au finish, dans 5 ans, quand nous serons en train de produire à peu près 60 à 70 000 tonnes de sucre, on aura en même temps, du côté du personnel, autour de 5 000 travailleurs. Il y a aussi l'aspect sécuritaire, dans lequel le projet participe au fait. Du fait de notre présence dans la plaine de la Ruzizi, nous contribuons à la résolution de l'insécurité. Agriculture, minerais, forêts, énergie, les domaines d'investissement foisonnent en République démocratique du Congo. Le président de la République reste déterminé à limiter la dépendance du pays vers l'extérieur, diversifier son économie et la rendre plus compétitive avec une industrie à la dimension non seulement de ses ambitions, mais aussi des enjeux stratégiques mondiaux actuels. Et la méthode Tshisekedi porte déjà ses fruits.